pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'argent? Le mec me dit, je passais ma vie entre les trains, les hôtels, les salles et au final, 5000 $ de l'heure. Est-ce que c'est vraiment la vie dont je rêve? Je sais pas comment vous avez fait pour avoir un rendez-vous avec moi. Le mensonge le plus gros que je vois chez les entrepreneurs, c'est je le fais pour ma famille ou je le fais pour mes enfants. La plupart ne le font pas pour ça. C'est très facile d'avoir tes premiers clients. C'est très facile si tu fais du bon travail de les garder. Mais quand tu commences à scaler, tes marges, elles s'affinent. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à passer de freelance à chef d'entreprise parce qu'ils veulent... Salut l'équipe et bienvenue encore sur un podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois Can Magne. Je la prononce à la française, comme je t'avais dit. C'est ça, c'est parfait. Et c'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui pour ce podcast. Alors, évidemment, les gens le savent avec les podcasts, et c'est ce que je viens de te répéter à l'instant. On est là pour faire un échange à la cool, où tu vas partager tant tes retours d'expérience que tes connaissances et que ton aventure entrepreneuriale. Et moi, évidemment, je vais aller chercher à rebondir sur X ou Y sujet. Le tout, c'est, voilà, tu partages ce que tu as envie de partager. Tu es comme à la maison et tu te fais plaisir. Donc, pour les auditeurs qui potentiellement ne te connaissent pas, je vais te laisser donc évidemment te présenter et moi je viendrai rebondir un petit peu. N'hésite pas à partager même, pourquoi pas, en te présentant un peu ton histoire, d'où tu viens et où est-ce que tu en es aujourd'hui, pour que les gens aient bien on va dire la transition, l'étape qui a fait l'homme que tu es aussi aujourd'hui. Super, merci. Je me jette à l'eau directement. Alors j'aime bien dire que je suis papa de 2 enfants parce que aujourd'hui c'est super important et ça a pas mal je dirais, influencer mes choix de vie et comment j'entreprends. Donc j'habite au Portugal, pas très loin d'ici, au bord de l'océan. Et j'aime bien dire que je suis un entrepreneur né, mais pas par choix. En fait, j'ai toujours eu du mal avec l'autorité. Donc dès que j'ai pu, je me suis lancé à mon compte pour payer mes études, parce que j'ai des parents qui n'avaient pas forcément les moyens de me payer mes études. Donc j'ai commencé, j'avais à peu près 18 ans. Donc ça fait, là j'en ai 41, donc tu fais le calcul, ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait 23 ans que j'entreprends et ça a été un parcours. Je crois que j'ai fait tous les statuts de intermittent du spectacle, parce que j'ai commencé en donnant des cours de danse et en étant graphiste. Donc intermittent du spectacle, indépendant, chef d'entreprise, après j'ai vendu des entreprises, etc. Donc ça a été vraiment un sacré parcours et je dirais même que j'étais pas vraiment un entrepreneur, j'étais plutôt un créatif qui a dû développer des compétences entrepreneuriales parce que ça me manquait, et quand t'as pas les compétences entrepreneuriales et la structure, tu peux te faire un peu avoir par des associés par exemple, par des clients on va dire pas forcément honnêtes. Donc j'ai dû développer ça pour aujourd'hui incarner tellement l'entrepreneur que justement j'accompagne des personnes à bâtir un business qui leur ressemble. Donc aujourd'hui c'est mon credo, et je sais que ça te parlera, un business qui soutient la vie, qui est au service de ta vie et pas juste l'inverse. Moi, je crois pas vraiment dans l'harmonie, dans l'équilibre pro-perso, mais je crois dans l'harmonie, d'en trouver quelque chose qui est harmonieux et qui est vraiment propre à soi. Donc, c'est mon credo et c'est ce que j'aime faire aujourd'hui, donc d'accompagner des entrepreneurs, quel que soit leur niveau. Il y a des personnes qui débutent, il y a des personnes qui sont déjà à un niveau assez avancé et qui ont envie de gagner du temps, avoir plus de bénéfices, faire moins de sacrifices. Donc, c'est l'axe dans lequel je suis actuellement. Ok, donc si je dois reformuler, tu es un coach. Alors, est-ce que c'est un terme que tu exploites? Oui. Accompagnateur? Alors j'ai une posture en fait qui est multiple. Donc coach, ce serait trop limitant. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui utilisent coach alors que ce sont plutôt des consultants. Le coach, il va plutôt aider la personne à trouver avec ses propres ressources ses solutions. Le mentor, il va partager son expérience, son regard aussi, et plutôt on va venir chercher, aller piocher dans sa tête son expérience qu'il a, et le consultant, il est plutôt là pour apporter des solutions en fonction de son expertise et ses connaissances. Et moi j'aime bien justement cette on va dire une posture multiple pour apporter au bon moment les bons, voilà. Mais sinon c'est vrai que je me définis plus comme mentor que coach.
Ok, donc c'est vraiment... ok, j'aime beaucoup le terme mentor. Et tu l'as dit, moi forcément ça allait me connecter et ça me connecte. Donc ok, mentor. Et donc aujourd'hui, tes expériences t'ont amené là. Et je reviens sur une expérience qu'on n'entend pas souvent. C'est le côté revente d'entreprise. Est-ce que tu parles d'entreprise que tu as toi eu, que tu as revendu, ou tu parles d'un accompagnement justement des entrepreneurs qui cherchaient à vendre leur entreprise? Non, alors c'est vraiment une entreprise que j'avais moi, que j'ai revendue. En fait, se connaître, ça peut prendre des années, des décennies, et il y a des personnes qui apprendront à se connaître peut-être même à 60 ans. Et moi, il se trouve que un peu avant d'avoir mon premier garçon, donc il a 5 ans, donc il y a un petit peu plus de 5 ans, je commençais à me poser des vraies questions en me disant, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est quelque chose que j'aimerais garder toute ma vie? Est-ce que le rythme que j'ai là, c'est le rythme que j'aimerais garder toute ma vie? Et il y a eu un moment déclencheur. Il y a toujours des moments déclencheurs qui te font prendre des décisions, je dirais, radicales si tu sais les saisir. C'est que j'avais un centre de formation, j'avais une start-up dans la logistique de médicaments, j'avais une agence de com et de brand content, j'avais un e-commerce, il y avait mon business de... Déjà, tu fais la... mais c'est parce qu'en fait, c'est la situation où je suis aujourd'hui. Ah d'accord, ok. Et en fait, je pense que je me rendais pas compte, j'étais tellement dans cette frénésie entrepreneuriale que je me rendais pas compte que, certes, j'avais des résultats qui me convenaient, mais j'avais pas la vie qui me convenait. Et je me posais pas trop la question. Et un jour, un de mes associés, donc on se déplaçait beaucoup, on faisait beaucoup alors soit du coaching justement de dirigeants ou aider des entreprises à s'agiliser. Alors je sais pas si tu es familier du terme. Voilà. Donc utiliser des méthodes agiles. Et on le faisait plutôt en allant sur place, en faisant des ateliers. Donc on utilisait parfois des Legos, des tableaux, des post-it. C'est très vivant. Donc moi j'aimais beaucoup, seulement sur le papier c'est bien, tu coaches de grosses équipes, tu coaches des dirigeants, c'est génial, mais la vie que tu as après, c'est pas forcément l'idéal. Donc moi je passais ma vie entre les trains, les hôtels, des salles pour travailler avec les clients, et au final un jour il y a mon associé qui revient et je le vois un peu décomposé, et son fils avait dit à sa femme, maman, quand est-ce que papa revient vivre avec nous? Donc en fait, on était tellement en déplacement que... Et là, moi, je me suis dit, waouh, je vais avoir un enfant. Est-ce que c'est vraiment la vie dont je rêve? Est-ce que la vie de rester au bureau hyper tard pour toujours cravacher, pour finir ta journée, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et puis vivre dans Paris, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Donc j'ai revu un peu tous mes choix, toutes mes priorités. Et ça s'est imposé pour moi de devoir revendre l'entreprise pour me focaliser sur l'activité de coaching, qui était au début plutôt une activité que je faisais vraiment par plaisir, par kiff. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'est vraiment ma vocation, et surtout l'activité qui me permettait d'avoir la vie que je veux et de gérer mes journées comme je veux, de ne pas être dépendant d'un bureau, etc. Ouais, surtout que le côté mentorat, en fait, tu peux le faire de chez toi, de la plage, d'un autre bureau, d'un coworking. Enfin, tu peux vraiment vivre, je dirais, comme tu l'entends, comme tu l'as dit, et pouvoir quand même avoir des clients relativement intéressants à travers le monde entier, tout en faisant le taf, quoi. Donc, exactement. Ok, donc là, il y a eu vraiment un revirement. Donc, la vision de ton associé, c'était évidemment son enfant. Toi, tu l'as vu venir par rapport à ton enfant aussi, et tu as cherché cet équilibre de vie au détriment peut-être d'une activité qui était potentiellement même plus rémunératrice, j'imagine, à cette époque-là. Ouais. Et quelle a été la balance aujourd'hui? Est-ce que tu as trouvé un équilibre? Parce que beaucoup se font l'image que l'entrepreneuriat, c'est je vais gagner plein d'argent et je serai heureux. Ouais. Basta. Et toi, quelle a été justement ta vision, alors entre celle du début, je parle financier vraiment, celle du début et celle par la suite, parce qu'on sait très bien que, bon, je dirai d'autres choses après, mais quelle a été ta vision là-dessus? J'ai tellement à dire là-dessus. Déjà, la première chose, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'argent? Parce que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Je veux dire, personne ne s'endort avec des liasses de billets et emmène des liasses de billets dans sa tombe. Donc, c'est un moyen de vivre des expériences. Moi, je le vois comme ça, c'est un moyen de vivre des expériences. Par exemple, des expériences professionnelles, en te disant, alors moi, j'aime bien me faire mentorer aussi ou coacher, donc je me déplace aux États-Unis, au Canada, etc. Et je cherche, moi, à chaque fois, à prendre les meilleurs du monde dans la discipline sur laquelle j'ai envie d'évoluer. Ça, pour moi, c'est génial de pouvoir me dire, j'ai l'argent de pouvoir investir dans les meilleurs masterminds, etc., pour moi, grandir. Donc, au final, c'est une expérience.
Ou ça peut être des expériences de vie, des voyages, passer un moment dans un endroit spécial, etc. Donc pour moi, c'est déjà me dire, en fait, enlever l'argent comme une finalité et revenir sur à quoi ça sert. Et ensuite, de combien tu as vraiment besoin. Beaucoup d'entrepreneurs, et là je vais parler un peu plus développement personnel, beaucoup d'entrepreneurs en fait se lancent soit dans l'entrepreneuriat ou recherchent une réussite financière parce que derrière il y a une blessure émotionnelle ou un traumatisme de l'enfance. Donc par exemple le besoin de reconnaissance, j'ai pas été assez reconnu par papa, le besoin d'amour, j'ai pas eu assez d'amour de maman ou de papa, peu importe. Et quand on n'a pas travaillé sur ces blessures, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, puisque ce sont des mécanismes inconscients, c'est qu'on va bâtir tout un monde basé sur cette vision du monde de « je pourrais enfin obtenir l'amour des autres à telle condition ». Et notre entreprise devient souvent le vecteur de ça. Donc on va se dire, tiens, une entreprise qui m'apporte énormément de visibilité sur les réseaux, etc., ça va m'apporter peut-être cet amour ou cette reconnaissance que je n'ai pas eu étant enfant. Le problème, c'est que c'est un puits sans fond. C'est-à-dire, il nous en faudra toujours plus puisque la blessure n'est pas réglée. Donc, il faudra toujours plus d'argent. Et je m'en suis rendu compte en étant dans un mastermind avec quelqu'un qui est devenu un ami, qui a un avion. Donc, c'est pas un jet, mais il a un avion privé. Et il se disait, mince, j'ai cet avion-là, mais il me faudra un autre. Et puis après, il me faudra un autre. Et en fait, je le vois dans une course sans fond et sans fin, tout simplement parce que il n'est pas allé travailler sur les blessures qui font qu'il va toujours chercher plus. Et donc moi, j'ai fait le travail, je dirais, pas inverse, parce que ça faisait quand même pas mal d'années que j'entreprenais, mais je me suis posé les vraies questions. Pourquoi je veux plus ? Pourquoi je veux plus de réussite ? Pourquoi je veux plus de notoriété ? Pourquoi je veux plus de réussite ? Et au lieu de prendre, je dirais, une entreprise et ma santé en otage, parce que c'est aussi sa santé qu'on prend en otage quand on fait ça, parce qu'on va bosser toujours plus, on va sacrifier les problèmes de santé mentale, c'est quand même le problème numéro 1 chez les entrepreneurs, on va sacrifier sa santé physique, mentale, pour au final quelque chose qui a besoin d'être réglé plutôt en thérapie ou en coaching. Et moi j'ai plutôt fait ce travail-là. Et à partir du moment où on fait ce travail-là, c'est un peu comme si il y a de l'espace qui se crée en fait. Je peux créer quelque chose qui ne vient pas d'une blessure ou d'un besoin de régler quoi que ce soit. Et donc moi, ça a été mon cheminement et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tout ce que j'avais créé, pas besoin de toutes ces entreprises pour remplir le vide que je ressentais en moi, qu'il fallait que je le remplisse autrement. Et ça a été un vrai cheminement et ça m'a demandé de me positionner, de faire des vrais choix radicaux, comme effectivement vendre une entreprise qui tournait super bien. On a eu une proposition de rachat à plus de 2 millions au bout de quelques mois dans l'entreprise. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais repartir plus bas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je regardais beaucoup le chiffre d'affaires et pas juste les bénéfices. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient avoir des entreprises qui font des millions. En vrai, s'ils savaient ce que ça implique d'avoir une entreprise qui fait des millions, je pense pas qu'ils aimeraient. Et tu peux avoir une entreprise qui fait des millions et te payer moins de 100 000 à l'année. Tu peux avoir une entreprise qui fait 200 000 et te payer 150 000 à l'année. Enfin, tout dépend de où tu es, tout dépend de la fiscalité. Voilà. Mais donc, c'est regarder les métriques qui sont importantes, les vrais KPI. Moi, les KPI que je regardais avant, c'était que chiffre d'affaires, le nombre de clients, etc. Aujourd'hui, les KPI les plus importants, c'est mon niveau de bonheur, de satisfaction personnelle, c'est les bénéfices, et pas juste le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, en vrai, je m'en fiche un peu. C'est aussi le temps libre que j'ai dans une semaine. Et ça, ce sont les métriques les plus importantes pour moi aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où j'ai ça, je sais que le reste suit. Ok, excellent. Et donc du coup, si je résume, le process pour en arriver justement à ces KPI que tu as, il t'a fallu quantifier, entre guillemets, un minimum de gains mensuels que tu te dois de viser, donc avec les fameux bénéfices, pour être sûr que ça te permet ces achats de formation, ça te permet de voyager, ça te permet de profiter avec ta famille, ça te permet d'avoir du temps libre, parce que si ce chiffre d'affaires, tu l'as par rapport à 3 clients qui te prennent 2 heures par semaine, ou allez, 4 heures par semaine, j'exagère, waouh, là ça y est, c'est ultra pertinent. Et donc les marges nettes de temps et d'argent, on valent largement la peine et c'est ce que tu as fait donc. Clairement, et en fait ça ne peut pas se produire si on n'a pas développé en soi les bonnes croyances. Donc c'est pour ça que quand je parle voilà, bon, ça peut être des blessures, mais ça peut être tout simplement des croyances inconscientes. Moi j'avais la croyance qu'il fallait bosser dur pour réussir, donc j'étais toujours impliqué dans le travail dur
pour réussir. Et si je bossais pas dur, c'était un peu l'effet pervers. Si je bossais pas dur, inconsciemment, j'avais l'impression de pas mériter ma réussite, donc je m'arrangeais à m'auto-saboter. Mais tout ça, ce sont des mécanismes inconscients. Ouais. Donc consciemment, tu vas toujours te dire, ah non, mais là j'ai une meilleure idée, non mais là j'ai un meilleur truc. En fait, tu te rends pas compte que tu es juste en train de te saboter, parce qu'il y a une part de toi qui ne croit pas que tu mérites de réussir sans t'épuiser. Donc moi, j'étais dans ce schéma-là. Et il y a énormément d'entrepreneurs, je pense, qui se reconnaîtront là-dedans, parce que c'est une construction. Et comme toute construction, on peut déconstruire et reconstruire. Et à partir du moment où j'ai déconstruit ça, c'est hallucinant, parce que je voyais des modèles économiques que je voyais pas, je voyais des opportunités que je voyais pas, un peu comme si j'avais des œillères qui venaient de tomber. Juste pour donner quelques chiffres, à partir du moment où j'arrête tout, je revends tout, bon, j'avais de l'argent, j'ai de l'argent de côté, mais je m'étais dit ça va être de l'argent pour investir, je vais pas forcément le toucher. Et puis je suis un entrepreneur, donc je peux pas rester juste comme ça, les pieds en éventail à attendre. Je me suis dit, tiens, je vais juste amplifier mon activité de coaching, mais la faire autrement, avec mes nouvelles croyances. Et donc là, je me suis rendu compte en quelques semaines, ça a dû me prendre peut-être 8 semaines. En 8 semaines, je pars d'une activité de coaching qui était vraiment, je prenais 2-3 clients. Plaisir, voilà, 2-3 clients à, je sais plus, à l'époque, ça devait être 3 000 €, quelque chose comme ça, 2-3 clients comme ça par mois. Et là, je me dis, non, j'ai envie de pousser l'activité plus loin, mais sans m'épuiser, pour passer du temps avec mon fils qui est né, il est né en février. Et donc, vers février-mars, j'arrive à une activité qui fait à peu près 30K par mois, où je suis tout seul, et je bosse, franchement, je devais bosser 2 heures par jour, quoi, max, mais vraiment grand max. Donc là, l'expérience de vivre ça me montrait juste que c'était possible de générer de l'argent autrement, c'était possible de ne pas s'épuiser, et surtout, ça a ancré quelque chose en moi. En fait, il y a eu un avant et un après. Mais j'ai dû aussi l'acter dans la matière et faire un acte audacieux, c'est-à-dire mettre de côté des entreprises qui fonctionnaient, mettre de côté des choses que j'aimais faire, pour me dire, ok, là je fais un vrai choix radical, et ça demande parfois de réellement se positionner. Parce que sinon, notre système de croyance, il va toujours se reposer sur ce qu'il a toujours connu, et le changement d'identité, ça permet aussi le changement de réalité. Ouais, et je suis totalement d'accord. Moi, j'ai vu combien d'amis qui étaient justement sur des chiffres d'affaires assez élevés, des 50K, 100K par mois, et qui voulaient viser le 500, 1 million par mois de chiffre d'affaires, et donc des marges qui pouvaient aller de 30 à 80% selon les domaines. Hein. Selon si c'était de l'accompagnement, de l'infoproduit, du produit physique, du e-commerce, machin. Et en fait, en réalité, là où j'ai vu les gens les plus alignés avec eux-mêmes, c'est dans ce que tu dis là. C'est dans des personnes qui ont trouvé un business model qui s'équilibre parfaitement avec leur vie en termes de temps et de gains financiers, où ils arrivent à avoir un niveau de vie qui est assez conséquent. De toute façon, la réalité, c'est que c'est dur déjà de dépenser plus de 20 000 € par mois quand tu gagnes même 50 000. Dépenser déjà 10 000 € par mois, c'est dur. Dépenser 20 000, c'est que vraiment, t'es en mode full lifestyle. Mais est-ce que c'est là aussi que tu t'épanouis? C'est la question. Mais donc, du coup, des personnes qui ont eu cette transition aussi vis-à-vis de différentes activités. Je prends l'exemple, mon associé, un des associés du studio, et aussi associé sur Scale Up Academy et Impactified. Lui, pareil, il a la même activité que toi, accompagnement de business qui sont sur cette phase de scaling, donc de transition peut-être de 1 million, 10 millions, 100 millions, bref, toute cette phase de process, et il va bosser 1 heure, 2 heures par mois avec le client pour globalement des facturations telles que tu les fais aujourd'hui. Et avec peu de clients, il va tourner aussi à du 500, 700, pas loin du million de chiffre d'affaires à l'année, mais en ayant un temps de travail annuel, voire journalier, si on le reprend la journée, qui doit être de l'ordre de 3 heures. Donc c'est extrêmement intéressant ce genre de transition, une business model, mais je pense qu'en effet, on s'en rend compte que quand on commence à en avoir l'expérience. Moi, je sais qu'à mon niveau personnel, avec le e-commerce, j'avais déjà eu cette mentalité de je ne fais rien, j'ai des équipes qui travaillent, je ne fais plus rien, mes équipes s'en occupent et ça tourne. Les marges étaient très faibles, donc c'était pas là où j'ai eu ce plus gros déclic. Par contre, après, je suis allé dans l'investissement, tout ce qui est robot trading en l'occurrence, puisque ça a été mon domaine d'expertise et c'est toujours mon domaine d'expertise aujourd'hui. Et j'ai pu voir que en faisant travailler mon argent, alors au préalable, il faut le gagner bien sûr, et il faut le risquer aussi, mais en faisant travailler mon argent, je peux travailler zéro, nada, rien, rester chez moi à ne rien faire, ou partir en vacances ou autre, et continuer à gagner de l'argent. Et donc en fait, petit à petit, une fois avoir vécu ces deux expériences-là,
ça a toujours été une intention dans ma mentalité d'inclure ce côté automatisation dans les business. Même si c'est pas un invest, c'est un business qui à terme, je veux et j'espère qu'il soit automatisé et qu'il génère des revenus sans avoir moi à m'y investir de manière drastique. Des fois, on est pris aussi dans le sujet où aujourd'hui j'ai quand même plusieurs entreprises, où là je suis dans une étape où je fais ce travail de fermer certaines entreprises qui me prenaient de l'énergie, que j'avais plus ou moins automatisé, mais qui en fait, en les ayant automatisés et peut-être délaissés aussi, il faut dire les choses, j'ai pas su regarder les bons KPI et j'ai pas su entretenir la croissance de ces sociétés-là. Donc, il arrive à un point où il faut savoir dire non, il n'y a plus assez de marge qui se dégage, des frais qui sont trop élevés, on cut les frais, on réduit la taille de l'entreprise, ça fait mal, parce qu'il y a toujours des équipes, etc., des gens qu'on apprécie ou dont on doit se séparer, mais dégraisser, entre guillemets, c'est un peu triste de dire ce mot-là, mais c'est la réalité, pour pouvoir permettre peut-être à ce projet de continuer un chouïa et de lui laisser une chance, ou simplement le fermer et dire stop, on arrête on va dire la blessure de saigner et on passe à autre chose. Et je remarque, en fait, cette étape-là, dernièrement, alors beaucoup d'énergie qui a été prise dans ce process, qui n'est pas facile, que tout entrepreneur vit à un moment ou à un autre, mais je sens moins de poids sur les épaules vis-à-vis de ça. Parce que je focus mon attention beaucoup plus sur les choses qui me mettent à l'aise et sur lesquelles je suis confort, et je ne me voile pas non plus la face en espérant qu'un projet marche alors qu'il arrive en fin de vie potentiellement. C'est super courageux de faire ça, et ça demande vraiment du discernement. Mais pour moi, c'est plus facile d'avoir du discernement. Alors, ça m'invite peut-être à te poser une question, mais ce qui va nous inviter à avoir du discernement, c'est aussi de savoir où on va et qui on veut devenir. Moi, c'est l'une des questions que je préfère poser en coaching. J'ai un concept où je parle de la version 2.0. Où parfois je mets une année, par exemple Cannes 2030, il est où, il fait quoi, comment il vit, etc. Et c'est mon inspiration, c'est-à-dire que moi, autant il y a des personnes qui peuvent m'inspirer sur ce qu'elles vont dire, mais je ne m'inspire pas d'une personne pour évoluer, parce que sinon je serais toujours dans la comparaison. Soit Exactement. essayer d'être plus, ou je me sens moins que la personne, ou ça peut m'emmener dans une voie qui n'est pas exactement moi. Mais j'aime beaucoup cette vision-là, parce que pareil, moi, tu sais, il y a toujours des gens qui sont fans de... Moi, je suis pas fan de personne. Ouais. Je respecte beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup, mais je suis fan de personne. Et c'est ce qui fait aussi mon identité, en fait, au final. Parce que on n'est pas dépendant d'une image, mais plutôt de ce qu'on a envie de se créer pour soi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, pour moi, ça, c'est important. Ma valeur numéro 1, c'est la valeur souveraineté. Donc, c'est être... régner sur son propre royaume, prendre ses propres décisions, etc. Et tu peux pas être souverain si tu te compares à quelqu'un, parce que tu seras toujours un peu biaisé par tiens, la personne elle a fait ça, est-ce que moi je devrais faire pareil, etc. Donc moi j'ai ce concept de ma version 2.0, elle est quelque part dans le futur, et pour compresser le temps, je me pose la question, tiens, il ferait quoi, Cannes 2030, qui a les résultats que je veux? Il dirait quoi? Il se positionnerait comment? Et ça, c'est ce qui m'a permis de faire vraiment des trucs de dingue. C'est-à-dire que je suis arrivé, t'imagines, quand j'ai démarré mon agence, et pas beaucoup de clients, etc. J'ai eu Dior assez rapidement comme client en direct. Je suis allé voir Armani, j'ai jamais fait de boutique de ma vie. J'ai une formation en design, mais j'ai pas beaucoup fait de design d'espace. Enfin, design d'espace, j'en ai pas fait. Un tout petit peu de design produit. Et je vais les voir et je leur dis, en gros, je leur dis que je peux designer des boutiques. Alors t'imagines qu'ils travaillent quand même avec les meilleurs du monde. Hein. Et je repars avec 2 projets de boutique, une pour Dubaï et une pour Londres. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait ça, que ce soit lever des fonds, que ce soit bosser dans des domaines aussi, dans le domaine du cinéma, où on a travaillé sur des films, des longs métrages aussi. À chaque fois, j'y allais en me disant, ok, je vais me mettre dans la peau de Cannes qui a déjà fait ça. Donc comment est-ce qu'il se présenterait quand c'est évident? Quand tu te dis c'est évident que ce projet il est pour moi et que tu dégages ça, la personne en face, je pense que tu l'emportes aussi, parce que pour moi, alors là je vais parler un peu de vente, mais la vente c'est le doute versus la certitude. Une personne elle arrive avec des doutes, si tes doutes surpassent ta certitude surpasse ses doutes, c'est là où la personne elle va se laisser entre guillemets emporter. Et quoi de plus certain que quand tu as déjà fait quelque chose?
Ça, je pense que, je sais pas, lancer une boîte aujourd'hui, peut-être que ça te pose pas trop de problèmes. Tu dis, bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, etc. Peut-être que la première, il y avait des doutes en disant, tiens, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Donc, quand tu n'as jamais fait quelque chose, si tu arrives à te mettre dans la peau de celui qui l'a fait 1000 fois, ton état d'être, ton énergie, ta présence, ta posture, elle change. Et tes interlocuteurs, tu les emportes à ce niveau-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas de grosse différence entre ma version aujourd'hui et la version de Cannes en 2030. Je pense que il aura un petit peu plus de cheveux blancs, il aura, je sais pas, peut-être si je m'entretiens encore, il sera un peu préparé physiquement. Mais il n'y aura pas de grosse différence. Sauf qu'il pensera un peu différemment de moi. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire. Et pour moi, c'est l'une des questions importantes à se poser avant de prendre de grandes décisions. C'est soit la question du présent, qui je deviens, c'est la question du qui. La question du qui, c'est une des questions pour moi les plus importantes. Au lieu de te demander comment je fais ça, ça peut être qui peut le faire pour moi, qui je peux payer pour apprendre, donc la question du qui, et la question du qui aussi pour soi. Qui je deviens quand je fais ça? Quand je garde une boîte qui n'est peut-être pas à la hauteur de mes standards, qui je deviens? Je deviens peut-être celui qui se suffit, qui se satisfait de peu. Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'être? Est-ce que c'est comme ça que je me vois? Donc au présent, c'est questionner le qui. Et dans le futur aussi, c'est qui j'ai besoin de devenir pour accéder à ce que je veux dans le futur. Et moi, je me pose quasiment jamais la question du comment. La question du comment, elle est évidente quand tu incarnes le qui. Et c'est ce fameux truc de être, faire, avoir. En général, on le fait dans l'autre sens. La plupart des entrepreneurs, ils le font dans l'autre sens. Tiens, qu'est-ce que je veux? Je vais me fixer des objectifs. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je fais des actions et je deviens une personne par défaut. Donc malade, pas présent pour mes enfants, mon couple qui part en vrille, etc. Et donc l'être, c'est un peu le laisser pour compte. Moi, je le fais dans l'autre sens. C'est qui j'ai envie d'incarner. Qu'est-ce que je fais en étant cette personne-là? Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Et ce que tu as, au final, c'est juste l'extension de qui tu es quand tu le fais de manière intentionnelle. Et ça, c'est un investissement. Au même titre que tu investis consciemment des montants pour générer, pour avoir un rendement, c'est aussi investir du temps dans cette réflexion. Aujourd'hui, on est lundi. Le lundi, c'est mon CEO Day, c'est le jour où je me pose des questions. Donc je me mets dans un canapé un peu comme ça, tu vois, okay. Vert, émeraude. Je me pose dans mon canapé, je mets une petite musique, je prends un petit thé et je me pose ces questions de fond. Et quand je me pose ces questions de fond, je vis plus une vie par défaut en me réveillant 6 mois après en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis allé dans cette direction? Je sais chaque semaine où je vais et j'ai une vie qui est très intentionnelle. Ok, j'aime beaucoup parce que je me vois aussi sur certaines étapes de vie où j'ai pu axer ces choses-là de manière plus prépondérante, c'est-à-dire plus importante sur certaines périodes que d'autres, d'avoir ce focus du soi. Et sur les périodes où je n'ai pas eu le focus du soi, mais où j'ai plus eu le focus de l'avoir, on voit que c'est des périodes où je me suis un peu plus perdu. Et je pense que ça, c'est en effet quelque chose que chacun doit faire. Et j'aime bien cette idée aussi du CEO Day. Là, je suis en train de réfléchir, je me dis, ok, quel jour je pourrais le mettre? Ok, le lundi, j'ai mes réunions, plutôt peut-être le mardi. Ok, mardi, ça peut être une demi-journée aussi. Ouais. Non, mais t'as raison, exactement. Et en fait, quoi qu'il arrive, c'est un temps que tu mets dans ton agenda, tu n'y déroges pas, c'est un temps où tu penses. Et ça, c'est un truc qu'on fait peu, en général. Alors, penser est une activité, et c'est une activité qui a un ROI super élevé quand tu investis vraiment du temps là-dedans, et c'est pas juste penser n'importe comment. Là, je vais donner 2-3 tips pour les personnes qui aimeraient implémenter ça. Déjà, je fais un peu comme comme un vide-poche, mais avec ma tête. Donc, je sors tout ce que j'ai dans la tête, mais vraiment tout. Quand je mets tout ça sur une feuille, je raye tout ce qui mérite pas de passer du temps. Parce que parfois, tu sais, t'as des trucs qui sont dans ta tête, en fait, c'est pas important. Donc, je fais la différence entre des tracas, entre des problèmes et entre des challenges. Donc, les tracas, c'est la vie, c'est comme ça. Ça change rien. Ça ne mérite pas de passer une seconde dessus. Et c'est pas grave, de toute façon. Et c'est pas grave. Les problèmes, ils sont là pour être résolus. Donc, on va investir du temps dans la résolution des problèmes. Et les challenges, c'est fait pour être surmonté et c'est fait pour te faire grandir. Donc, quand il y a un truc qui arrive, je me dis, OK, c'est un tracas, c'est un problème ou c'est un challenge? Déjà, je catégorise. Si c'est qu'un tracas, comme je disais, j'investis pas de temps dessus. Si c'est un problème, j'investis le temps de la réflexion. Et si c'est un challenge, là, c'est un peu plus presque du développement personnel ou de l'auto-coaching, où je vais me poser la question, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Est-ce que ça fait déjà écho à quelque chose que j'ai déjà vécu plusieurs fois? Je te donne un exemple. Tiens, je me retrouve avec un client qui me ferait un petit coup de Trafalgar, voilà.
peut-être qui volent du contenu, etc. Et je me dis, bon, ok, ça me challenge. Je me dis, tiens, j'ai été généreux, on m'a pillé. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que j'en apprends? Est-ce que je me dis, maintenant, je serai plus généreux? Non, c'est pas qui j'ai envie d'être. Le Cannes 2030, il est encore plus généreux, donc c'est pas la solution. Je peux pas me dire, je fais de la rétention. Qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai peut-être été un peu trop cool. Et trop laxiste. Donc, est-ce que j'ai envie de mettre plus de barrières? Oui, ça va protéger mon business, ça me permet de tenir sur la durée, ça me permet de poser des limites. Est-ce que je suis en accord avec ça? Ok. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour plus que ça se reproduise? Donc là, il y a une vraie démarche, et ensuite, il y a des actions. Et quand je dis penser, c'est une vraie activité. Donc, il y a ce que j'ai dans la tête, et après, donc, ce sur quoi je dois vraiment me poser, je vais passer vraiment du temps à me poser des questions. Parfois, je vais faire les 5 pourquoi. Donc, c'est pourquoi pour arriver à la problématique de fond. Ou, alors, tu as la stratégie des 5 chapeaux. Je crois qu'on dit 5 chapeaux, 6 chapeaux, je me souviens plus. Mais où tu prends des postures différentes pour voir, tiens, si je regarde selon un angle différent, qu'est-ce que j'observe? Parce que parfois, tu regardes juste d'un point de vue qui est ultra subjectif, donc tu auras toujours le même type de pensée, mais quand tu le regardes depuis un autre point de vue, en te disant, tiens, qu'est-ce que je regarde? Si tu regardes une situation comme un martien, quelqu'un qui ne comprend pas du tout les codes humains, tu vas regarder la situation peut-être totalement différemment, sortir du drame, sortir de l'émotionnel. Donc, j'aime bien avoir des matrices de réflexion qui me permettent après d'avoir quelque chose de tangible, de concret, qui se transforme en action. Et pour finir, j'ai une liste de questions, et cette liste de questions, elle me permet... Alors, j'ai une méthodologie, et la liste de questions, elle est liée à ma méthodologie, mais ça me permet d'identifier les 6 piliers de mon business et de me poser les bonnes questions. Par exemple, alors je vais en prendre une très simple, mais si je prends l'acquisition, je vais regarder, est-ce que dans l'acquisition, j'ai suffisamment en quantité pour les objectifs que je me serais fixés? Est-ce que j'ai suffisamment en qualité? Qu'est-ce que je suis en train de tester? Et en fonction de ce que j'ai testé, est-ce que je le garde? Est-ce que je pivote? Ou est-ce que je le kill? Je le tue. Voilà. Donc, des questions simples, mais qui permettent d'évaluer les différents piliers de son business. Et j'ai un système de code couleur un petit peu comme des feux tricolores. Okay. Vert, tout est bon. Donc, sur les différents piliers, je vais dire quand même lesquels sont. C'est le marketing, c'est la vente, c'est le produit ou la livraison client. Ce sont les finances, c'est la partie plus opérationnelle et la partie mindset, donc plutôt interne. Donc, j'évalue chaque semaine, et s'il y en a un qui est défaillant, je mets très défaillant, je mets rouge. Si ça va, mais c'est améliorable, je mets orange, et si tout va bien, je mets vert. Comme ça, je sais chaque semaine sur quoi va être mon focus principal pour pouvoir faire, je dirais, améliorer un des piliers de l'entreprise. Ils sont jamais tout au vert. Ça n'arrive jamais. Ouais. Sinon, c'est tu arrives au bout de ton potentiel et que tu peux rien améliorer au bout de ton business. Donc, il y a toujours à améliorer. Mais c'est important de le regarder aussi, parce que parfois, si on a de l'appétence pour le marketing, on va se focaliser sur le marketing, alors qu'il y a un truc qui ne va pas sur le côté admin, finance. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça. Donc ouais, j'ai une liste de questions, et je parcours les questions quand j'ai pas assez à me mettre sous la dent. Voilà. Ok, et à la fin de ce CEO Day, tu as une ligne de route pour ta semaine, du coup. Exactement. Donc spécialement, c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre le lundi, du coup. Exactement. Okay. Après... Encore une fois, quand tu es entrepreneur, tu commences ta semaine quand tu veux. Si tu veux commencer ta semaine le jeudi, le faire le jeudi parce que c'est mieux pour toi, c'est OK. Moi, le lundi, ce que j'aime, c'est aussi, je prends pas d'appel. Personne ne peut prendre d'appel sur mon calendrier. J'ai pas de rendez-vous avec l'équipe. Après, avec mon équipe, on est essentiellement en asynchrone, donc je regarde les messages quand je veux. Mais surtout, ce que je fais, c'est je vais changer d'environnement. Donc, par exemple, je viens souvent à Lisbonne. Je me pose à un endroit, dans un café, je bouge un peu, je prends ma bécane. Je vais dans des endroits que je connais pas. Et je fais ce travail. Ou alors, je suis vissé dans mon fauteuil. Le fameux fauteuil émeraude. Exactement. Voilà. J'adore. Ok, vraiment intéressant. Alors, maintenant, je vais aller plus te poser des questions sur ce passage d'agence, parce que tu as eu une agence. Ouais. Et tu as eu une transition après l'agence, c'était quoi? Alors après l'agence, j'ai lancé plusieurs projets, mais dont des startups, dont une dans l'impression 3D. Ok. J'en ai pas parlé de ça, mais... Ouais, justement, c'est intéressant. Quelle a été cette transition d'agence? Déjà, comment tu as vécu ce passage d'agence? Parce que beaucoup ici, des entrepreneurs veulent faire de l'agence, ont une agence, galèrent à ce qu'elle ait une agence. Il y a plein de sujets derrière. Et
quelle a été ton expérience en agence? Quelles ont été les difficultés? Et après, pour t'amener vers l'autre projet. Donc, l'agence, c'est venu après du freelancing. Donc, freelancing, j'ai commencé en 2001. J'ai dû faire du freelancing jusqu'à 2005. Ok. Et 2006, j'ai lancé ma première agence. Et on faisait pas mal de choses. Donc, c'était super intéressant. C'était 360. Donc, on avait... à un moment, la deuxième année, on a investi dans des locaux. On avait un studio d'enregistrement et de production musicale, studio vidéo, prod et post-prod. On avait des développeurs. Donc, il y avait toute une équipe pour pouvoir faire des projets 360. Et alors, je sais pas je pense que tu as connu l'époque des sites en flash. Oui. Voilà, oui, sites très animés, avec beaucoup d'expérience, etc. Et donc, on était assez leader là-dedans. On avait fait des gros sites quand même, genre Oasis for Fun, tu sais. Voilà, donc c'est un des exemples, mais on a fait pas mal de gros sites. Donc, on était reconnus aussi, alors non seulement pour la qualité, mais on arrivait à faire des sites qui pouvaient être référencés. Ça paraît fou dit comme ça, mais les sites en flash n'étaient pas vraiment référencés. C'était juste une grosse coquille et tu pouvais pas vraiment voir ce qu'il y avait dedans. Donc, on était pas mal appelés par des agences. Et ce qu'on a fait, on a trouvé un modèle intéressant où on formait des développeurs et on les plaçait en régie. Donc, en gros, tu les places en régie, tu touches... on les payait mieux que ce qu'ils étaient payés habituellement. C'était ça aussi. Pour nous, ça devait être gagnant sur toute la ligne. Mieux que ce qu'ils étaient payés habituellement. Les agences étaient contentes parce qu'ils n'avaient pas à les gérer, ils n'avaient pas à les former. Et nous, on prenait une com dessus. Donc, tout le monde était content dans l'équation. Et moi, c'est comme ça que j'aime travailler. S'il y a une personne qui est lésée, en général, pour moi, c'est pas un bon business. Ouais, c'est pas, voilà. Moi, je vise plutôt la pérennité. Parfois, quitte à payer des gens un peu plus cher que la moyenne, mais je vise vraiment la pérennité. Parce que la pérennité, moi, ça m'apporte de la tranquillité. Donc, le modèle d'agence, il tournait bien jusqu'à ce qu'il tourne plus bien. Et faut dire qu'à l'époque, j'étais pas très bon pour aller chercher de nouveaux clients. C'est-à-dire que c'était le bouche à oreille, il fonctionnait super bien. J'avais quelques rendez-vous ça et là. Mais le modèle d'agence, c'était un modèle dans lequel j'étais moi très impliqué. Et je parlais un peu plus tôt de la question d'identité, mais moi je me voyais beaucoup par rapport à ce que je faisais. Et ce que je faisais, c'était mon identité. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à passer de freelance à vraiment chef d'entreprise parce qu'ils veulent toujours avoir les mains dans le cambouis. Et tu deviens le goulot d'étranglement de l'entreprise. Donc moi, c'est exactement ce que j'étais. Tout devait passer par moi. J'étais pas un contrôle freak, tu vois. C'est pas trop mon problème. Mais tu avais quand même du mal à déléguer certains C'était une question d'habitude. Je me disais, ça, je le fais bien. Puis contrôle qualité aussi. T'as envie que ce soit toi. Et quand t'es un haut performeur, c'est soit tu payes des gens extrêmement chers pour être à ton niveau et des A-players, soit tu trouves des personnes qui peuvent faire du travail plutôt bien, mais tu sais que faut que tu repasses derrière. Tu devras passer derrière. Cette étape-là, elle est extrêmement importante parce qu'on parle beaucoup de trouver des A-players. Sauf que trouver un A-player, ça demande une compétence aussi. Et tout le monde ne sait pas repérer un A-player. Donc des fois, tu te retrouves à vouloir recruter quelqu'un que tu veux former, mais sauf que le process de formation, des fois, ça marche pas autant qu'on l'aurait aimé. Mais c'est même plus, ça va même plus loin que ça, parce qu'un A-player, il lui faut l'environnement du A-player. Et parfois, tu n'as pas l'environnement nécessaire. Il faut lui faire un environnement stimulant, peut-être où il sent qu'il a une grosse marge de progression, etc. Avec du challenge. Ouais, c'est comme si tu mets un nageur olympique dans une pataugeoire. Bon, il va s'amuser 5 minutes, mais au bout d'un moment, il va s'ennuyer et il va partir, il va même sous-performer, etc. Ouais. Donc, il faut avoir l'environnement nécessaire. Et j'étais pas... En toute humilité, j'étais vraiment pas qui je suis aujourd'hui. Il y a plein de choses que je voyais pas, plein de choses que je ne savais pas, plein d'erreurs que je faisais. Donc j'ai beaucoup appris en termes de management, mais en termes de pilotage d'une entreprise, voilà, moi ce que je voulais faire, c'était bosser sur des projets cool, des projets qui avaient de la visibilité, des projets où ça nous fait kiffer, ça fait kiffer l'équipe. Et il y avait un peu moins ce côté pilote d'une entreprise. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais surtout, en fait, le modèle de la prestation de service en agence, c'est un modèle qui n'est pas si évident que ça. C'est très facile d'avoir tes premiers clients, c'est très facile si tu fais du bon travail de les garder, mais quand tu commences à scaler, tes marges, elles s'affinent. Et le gros problème, c'est ça, c'est soit tu as une évolution, dans le meilleur des cas, qui est linéaire, ça veut dire... toujours avoir un nombre croissant et toujours la marge de clients. Voilà, et le pourcentage de marge toujours le même. Mais dès que tu veux commencer à avoir des effets de levier, tu dois penser autrement. Parce que le modèle d'agence, c'est aussi, en général, vendre ton temps contre de l'argent ou celui d'autres personnes contre de l'argent. Tu as un scaling humain que tu es obligé d'opérer. Exactement.
Et puis le problème que j'ai vécu de plein fouet, alors je vais donner deux anecdotes qui ont été radicales, c'est que t'es un peu le punching ball et t'es toujours le fautif. Oui. Peu importe ce qui s'est passé, t'as été mal briefé, t'es le fautif, t'as été bien briefé, mais ils sont pas contents du travail, t'es le fautif, t'es toujours le fautif. Ça, c'est pas super agréable, honnêtement. Quand tu commences à avoir de la bouteille, t'aimerais bâtir des relations saines, long terme avec tes clients, et tu sais que malheureusement, tu es toujours sur la sellette. Donc, tu fais du super bon boulot, tu te donnes un peu plus en te disant, bon, ce client-là, on va aller sur la durée. Il suffit que tu aies son petit cousin qui ait lancé sa boîte, il va dire, bon, ok, au fait, voilà, je passe par quelqu'un d'autre. Donc, trouver vraiment de la pérennité et on va dire sur du long terme avec des clients, ça, c'est un truc que j'ai trouvé difficile. Et il m'est arrivé deux anecdotes assez qui m'ont bien challengé. La première, c'est que je bossais avec, bon, je vais pas forcément nommer, mais une très grosse agence de pub parisienne. Ils font appel à nous, ils nous briefent super mal, et en fait, je me retrouve avec deux directeurs de création, donc deux directeurs stars, tu sais, qui veulent chacun imposer leur vision pour le même projet. Donc l'un dit rose, l'autre dit vert, etc. Et je me retrouve dans une réunion où tous ceux qui devaient arriver n'étaient plus là. La chef de projet, elle arrive, elle ouvre son ordinateur qui était branché sur les mails, et là je vois, avec le rétroprojecteur, le mail du DG de la boîte qui dit on ne bosse plus avec 555 Labs, etc. C'était le nom de ma boîte. Et là je vois ça, elle était un peu paniquée, elle change vite ses fenêtres, et je dis ah ouais, en fait là ils sont en train d'essayer de juste nous éjecter. Donc là j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé le DG et je lui ai tout expliqué. Et c'est un mec qui a une poigne, qui a ouvert, on va dire, les branches Asie. Donc, un mec solide, quoi. Un mec vraiment solide. Et là, je me suis dit, vas-y, je me démonte pas, j'y vais. Et j'ai joué carte sur table. Et je lui ai dit, c'est inadmissible. Je sais que vous êtes quelqu'un qui aimait le travail de qualité, la performance. C'est mon cas aussi. La raison pour laquelle on ne peut pas faire du travail de qualité, c'est ça. Donc bref, je me suis positionné vraiment avec affirmation. Et en fait, je l'ai même mis un peu au pied du mur, et il a aimé. C'est qu'en fait, tu sens que c'est quelqu'un qui a besoin de poigne et de bras de fer. Il a aimé et il m'a dit ok, je vais régler le problème en interne. Et au final, on a signé, je sais plus, c'était un petit contrat. Et après, on a signé un contrat à 100K, un autre contrat à 100K sur le même client. Magnifique. Mais ça m'avait challengé, et je me suis dit ah ouais, en fait, si t'es vite sur la sellette en étant dans cette posture d'agence. Et là, je pense que ça va aider énormément de personnes. On faisait beaucoup de choses. Donc sur notre site, on avait même fait un système pour pouvoir, je dirais, mixer les projets. Alors il y a des projets on faisait les infographies de E égale M6 que tout le monde a vu, tu sais, les animations 3D où tu rentres dans le corps humain, tout ça. On avait plein de projets divers et variés, des choses que plein de personnes ont déjà vues sans forcément savoir que c'était nous. Et moi, c'était un peu ma fierté en disant, je suis l'homme de l'ombre, je fais des trucs, vous savez pas que c'est moi qui les ai faits. Donc on avait énormément de projets dans des domaines hyper variés, la santé, les vins spiritueux, le luxe, l'automobile, plein de projets. Et ça, c'était ma force, selon moi. Et un jour, j'arrive, je vais juste nommer parce que c'est une très grosse agence, mais là, il y a pas d'enjeu, je peux nommer. Donc c'était je crois qu'il était PDG ou DG de Publicis. Donc c'est le numéro 2 de Publicis. Et Publicis, c'est l'une des plus grosses agences au monde, donc ils ont des bureaux partout, etc. Le mec me dit, je sais pas comment vous avez fait pour avoir un rendez-vous avec moi. En général, quand je prends des rendez-vous avec quelqu'un, c'est soit pour acheter sa boîte, pour faire une acquisition, soit c'est un partenaire de longue date, etc. Je sais pas comment vous avez fait pour avoir le rendez-vous, mais pendant que vous êtes là, montrez-moi votre travail, etc. Donc moi j'arrive, je sors, on avait une démo reel qui était franchement top, je balance le truc, super projet, etc. Il me fait ouais, pas mal. Bon, déjà ça me pique un petit peu à l'ego, tu vois, je me dis, bon après il voit les meilleurs projets du monde. Forcément. Ouais. Et après il me dit, vous êtes combien, genre une quarantaine, cinquantaine? Je dis non, on est 10. Et là il me fait, waouh, 10 personnes et vous faites ça, waouh, c'est génial. Et il m'a dit un truc, et il m'a dit, bon, en fait je vais être honnête avec toi et je vais te faire gagner du temps dans ta vie. Et moi, je dis que je me suis pris une tarte, parce que c'était vraiment une grosse tarte. Il m'a dit, je vais te faire gagner du temps dans ta vie. Il y a une raison pour laquelle je ne ferai pas appel à toi, ou je ferai appel à toi pour des petits budgets, c'est que vous faites tellement tout que je ne sais pas où te catégoriser. Et moi, je disais avec fierté, on est le couteau suisse.
Et il m'a dit, je sais pas où te placer. Donc, je te placerai dans un projet où il n'y a pas de budget, mais il faut faire pas beaucoup de budget, mais il faut faire plein de trucs. Donc, il faut quelqu'un qui est en capacité de tout faire. Mais aujourd'hui, si je te mets là, je sais que tu seras bon. Si je te mets là, je sais que tu seras bon. Mais je peux pas me dire et te recommander en disant, tiens, prenez son agence pour ce projet-là. Parce et que t'étais pas spécialisé, en fait. Ouais, je vois. Ça a été une claque. Parce que moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, on doit être spécialisé. Les gens ils doivent se rappeler de nous pour quelque chose. S'ils se rappellent pas de nous pour quelque chose, comment est-ce qu'ils peuvent nous recommander? Comment est-ce qu'ils peuvent se dire on ne peut pas se passer de ces personnes-là? Et à partir de ce moment-là, ça a été une quête. Alors aujourd'hui, c'est un élément qui est central dans mes accompagnements et dans la manière dont je vis les choses, de dire on devrait connaître pas juste sa zone de compétence, pas juste sa zone d'excellence, mais sa zone de génie. Le truc qui est incopiable. Où tu te dis, quand je suis là, je dirais même que vouloir être numéro 1 sur un marché, c'est manquer d'ambition. Quand tu as vraiment de l'ambition, tu veux juste être unique. Il n'y a pas de concurrence. Je suis sur mon île, il n'y a personne qui fait ce que je fais, je suis unique. On vient me voir parce que c'est moi, point. Je pratique les tarifs que je veux, etc. Et donc moi, ça a été une quête de trouver ça en me disant, waouh, mais grosse leçon d'humilité. Et c'est là que j'ai compris aussi l'importance d'avoir un mentor. Parce que je me dis, si j'avais quelqu'un qui avait de l'expérience, et c'est pas faute de l'avoir fait, j'envoyais des mails à des gens que je respectais énormément, le patron de Buzzman à l'époque, d'autres agences qui cartonnaient, je disais, voilà, je cherche un mentor, je sais pas combien ça coûte, etc. Les mecs, ils me répondaient pas, ou je pense que c'était pas fréquent non plus, tu vois, des gens qui, c'est américain ça, ouais, c'est très américain. Ouais, d'aller chercher un mentor, etc. Donc, je pense qu'il devait se dire, qu'est-ce qu'il cherche, est-ce qu'il essaye de voir un peu ce que je fais, peut-être un peu suspicieux, mais moi, je cherchais un mentor, et ça, pour moi, à l'époque, c'est le meilleur mentoring que j'ai eu avant de me payer des mentors américains, parce que ça m'a fait gagner du temps et comprendre pourquoi j'étais en train de m'épuiser, tout simplement. Carrément. Et ça, j'aime beaucoup. Et tu vois, regarde, même moi, dernièrement, là, je suis rentré dans un mastermind, enfin, un club, mais où il y a des masterminds. Parce qu'en fait, si c'est un club où tu n'as pas de mastermind, j'y vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, un club où il y a du mastermind, avec des profils totalement divers et variés, qui est ici au Portugal d'ailleurs. Et c'était uniquement pour me challenger et voir qu'est-ce que, déjà d'une, je pouvais aussi partager. Et qu'est-ce que je pouvais aussi entendre, qu'est-ce qu'on pouvait me dire par rapport à mes problématiques que je rencontre, et est-ce que j'étais en capacité aussi de réaliser mes problématiques et les matérialiser. Et en fait, depuis que j'y suis, alors ça fait pas longtemps, mais c'est depuis que j'y suis que je fais ce tri aussi, tu vois, par exemple dans mes sociétés. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Le côté mentoring et donc le mastermind qui peut être souvent lié, parce que ça peut être qu'une personne comme ça peut être un groupement de personnes, ça a énormément d'impact sur notre croissance. Ouais, clairement. Mais pour moi, ce qui est, et aujourd'hui, c'est ce que je dis encore une fois avec beaucoup d'humilité, je dis ce que vous pouvez avoir de mieux que moi je peux transmettre, c'est pas juste quoi faire, c'est comment je pense. Parce que je sais que comment je pense, c'est ce qui me fait gagner du temps. Et moi, c'est ce que je cherche chez mes mentors. Ouais. Là, j'ai pris un mentorat avec un Américain, c'est juste sur Telegram. On avait un appel et c'est juste sur Telegram. Et c'est un mec, là je le paye un petit peu moins, mais c'est un mec que je payais, ça faisait $5 000 de l'heure. Okay. Et quand je parlais de ça, on me disait mais t'es un malade, mais ça vaut pas le coup et tout. Mais je me dis en fait, ce sont des personnes qui ne valorisent pas l'importance de l'expérience d'une personne. J'ai accès à quelqu'un qui est devenu millionnaire à 13 ans, qui a commencé, qui a eu un business à 6 chiffres à 9 ans. Il vendait des œufs. Il a son premier business à 6 chiffres. Donc c'est un peu un génie. Ouais. Et ce mec-là, je sais que si je suis à son contact, déjà juste être à son contact, je vais penser différemment, je vais penser plus grand. Et ça, quand tu sais extraire le meilleur d'une personne, ça a de la valeur. Et il faut être la bonne personne pour ça. Moi, je recommande pas à des débutants d'aller chercher ça. Vaut mieux commencer un accompagnement, même généraliste, qui va un peu t'ouvrir l'esprit, regarder des vidéos, grandir progressivement. Parce que parfois, si tu arrives et t'as pas le bon niveau de maturité, tu sauras pas extraire les pépites de la personne et tu vas lui faire perdre son temps et toi, tu perdras le tien. Donc, c'est avoir le bon niveau de questionnement et je lui pose juste une question. Boum, il me donne le truc. Moi, je sais extraire toute la valeur et après, je peux être 6 mois juste sur la question que je vais poser et continuer à avancer. Et pour moi, c'est ça qui est génial, c'est d'avoir accès à ça, en fait. Donc ouais, je recommanderais aux personnes de toujours aller chercher plus et puis surtout
en fonction de là où tu es, il y a trop de personnes qui, pour moi, se concentrent beaucoup trop sur les tactiques, sur les techniques. Autant quand tu es débutant, c'est normal. Il y a un petit peu cette évolution au début, tu cherches les tactiques, les hacks. Après, tu cherches les stratégies. Et puis après, tu vas chercher les choses qui sont un peu plus profondes. Les masterminds les plus élevés où je suis allé, ce sont des masterminds où on parlait essentiellement de choses de base, de comment tu t'hydrates, de comment tu prends soin de toi, de prendre du temps pour soi, de se recaler sur sa vision. Un débutant qui arrive là, il dit c'est pas possible que, je sais pas, ça allait à des personnes qui faisaient quasiment le milliard. Il dit c'est pas possible qu'il y ait des personnes qui soient multimillionnaires, presque milliardaires dans cette salle-là, vu le niveau de discussion. Mais c'est juste que après tu reviens à des essentiels, Je suis d'accord. vraiment à des essentiels. Donc faut être prêt pour ça et ça se fait de manière progressive. Mais je pense que dès le départ, on devrait quand même, mine de rien, commencer par peut-être du développement personnel, de commencer à se poser des questions de fond. Parce que c'est ça qui aura pour moi le plus d'impact. Les techniques, les tactiques, les stratégies, ça prend sur la route, c'est de l'expérience aussi, c'est de l'apprentissage. Je prends un exemple, moi je fais souvent ça. Quand je découvre un domaine, j'investis souvent dans ce domaine. Alors ça peut être en associé, ça peut être en pur investissement client, mais je rentre avec de l'argent dans ce milieu et comme ça je me dis, je me dois d'apprendre parce que peut-être j'ai investi dans un projet, il faut que je l'aide à accroître. Je prends un exemple, les NFT, ça a été un sujet. Ouais. J'ai investi avec des potes à moi qui voulaient lancer un projet, alors qu'ils sont plus aujourd'hui des potes nécessairement parce qu'il y a eu un manque de professionnalisme, c'est un autre sujet. Mais parce que j'avais mis de l'argent, ça m'a permis en fait énormément de développer mes connaissances du domaine. Ouais, donc en fait, comme tu dis, là-bas c'est juste la fondation humainement, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais. Qu'est-ce que je sais sur moi-même, comment je me connais, donc dans quelle direction je veux aller, encore une fois, dans mes envies de vie. Et après, le reste se fera tout seul vers la compétence pour mon entreprise, la compétence pour mes investissements, la compétence en tant que business angel, compétence en tant que X ou Y. Et je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Aux États-Unis, ils disent you pay to pay attention. Donc tu payes pour donner ton attention. Moi, j'y crois. Mais je pense qu'il faut aussi payer le bon prix. Oui. Parce que moi je l'ai vu, aujourd'hui je sais elle est où moi la limite. Alors ça dépend des sujets, mais il y a des sujets, je sais que si je paye pas assez, c'est triste à dire, mais encore une fois j'essaie d'être honnête avec moi-même. Il y a des sujets, si je paye pas assez, je vais pas mettre l'attention. Il y a des trucs que j'ai acheté 2-3 000, je les ai pas ouverts, mais parce que je pense que le prix n'était pas assez engageant pour moi. Et ça m'a fait comprendre aussi pourquoi c'est important d'avoir le bon pricing. Parce que parfois, tu voles aux personnes leur capacité à réussir juste parce que tu n'as pas mis le bon pricing. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai dû l'apprendre aussi en me disant, j'ai eu au début un peu de critique en disant, ouais, mais pourquoi les gens ils font leur mastermind aussi cher, c'est abusé, etc. Qui peut se payer ça? Mais parce qu'à l'époque, j'étais pas dans le niveau où je pouvais me projeter. Exactement. Et après, j'ai compris le pouvoir de ça en se disant, certaines personnes ne vont jamais s'investir pleinement parce que le montant n'est pas assez élevé. Et le montant, il est propre à chacun. Et c'est évolutif. Parfois, pour moi, c'était les pires périodes de ma vie, c'était 97 €. Tu vois, j'ai mis 97 €, j'ai l'impression d'être allé au bout de ma vie, quoi. Et c'est pour dire touche pas. Hein. Et puis, après, j'ai investi des 40 000, 50 000 dans des masterminds en me disant, mais comme ça, tu vois, en me disant juste, ouais, c'est le prix à payer même pas pour apprendre, en fait. J'y vais pas pour apprendre. J'y vais pour être dans le bon terreau, qui fait que je vais grandir en tant que personne en étant face aux bonnes personnes. Il y a des sujets dont je m'intéressais pas trop, par exemple dans l'investissement ou la protection de ses assets. Et quand tu es avec des personnes dont c'est le métier, qui te parlent vraiment d'un certain niveau, même si tu n'es pas encore prêt, ça commence à te préparer. Et puis progressivement, tu développes l'identité et après tu commences à regarder des infos. Et progressivement, toi aussi, tu te transformes en termes d'identité. Tu vas commencer à lire des choses sur le sujet, ça va s'ancrer dans ton identité. C'est pas forcément un truc qui se fait comme ça, mais tu vas évoluer. Et une fois que c'est ancré dans ton identité, tu peux plus penser pareil. Et même ton rapport au temps, ton rapport à l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Il y a l'argent, certes, mais le rapport au temps, le rapport à l'argent, le rapport aux relations, le rapport à la qualité de vie ou la qualité des relations, il évolue aussi. Parce que juste en étant avec des personnes qui valorisent vraiment leur temps, quand elles te disent, par exemple, voilà, c'est 1h10, c'est 1h10, et ensuite, elles-mêmes, elles vont dire stop, parce qu'elles respectent leur temps, elles savent lui donner de la valeur. Bah, quand toi, tu es un petit peu plus flex, où tu dis, ouais, c'est pas grave, 1h10, moi, c'est pas grave, si ça déborde, etc. Bah, en fait, tu te rends compte qu'ils ont aussi un certain niveau de réussite parce qu'ils ont cet engagement
et ce respect de certaines lignes de conduite qui se sont données. Après, on va choisir. Pour moi, tout n'est pas bon à modéliser. Il faut toujours le passer au filtre de ses valeurs, de ce qui est important pour soi. Par exemple, moi, je privilégie le lien humain. Donc, je peux avoir, si j'ai du temps et je sais que j'ai probablement d'autres choses à faire, mais que je veux privilégier le rapport humain, j'ai pas de problème à déborder, mais parce que c'est important pour moi. Mais je le fais pas, je le subis pas en fait. Je le fais vraiment en conscience, en disant, ok, pour moi ça c'est plus important, donc c'est quelque chose que je vais privilégier. Mais encore une fois, si on n'a pas développé de conscience de ce qui est important pour soi, de ses valeurs prioritaires, soit on est ballotté en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce qu'on fait inconsciemment, ou en fonction de ce qu'on se raconte comme mensonge. Et le mensonge le plus gros que je vois chez les entrepreneurs, c'est je le fais pour ma famille ou je le fais pour mes enfants. La plupart ne le font pas pour ça. Ouais. Et c'est égoïstique, mais c'est ok de l'être, potentiellement. C'est juste qu'il faut être honnête avec soi. Ouais, mais encore une fois, parce que beaucoup de personnes se racontent des histoires. Par exemple, c'est quoi tes valeurs? Ah, ma valeur numéro 1, c'est la famille. Après, c'est ça. Ok, montre-moi ton agenda. Je regarde. Mais elle est où ta famille dedans? Et c'est où les activités de ta famille? C'est où la priorité de ta famille? Bah, c'est pas ta valeur numéro 1. Ou alors, donne-toi les moyens de faire en sorte que ce soit ta valeur numéro 1. Et quand les personnes se prennent cet électrochoc, ça demande de faire un deuil. Le deuil de l'illusion, le deuil du mensonge qu'on s'est fait et qu'on a fait aux autres. Moi, je suis passé par là. J'ai eu une relation de 13 ans. À un moment de la relation, j'étais plus du tout impliqué. Je dormais au bureau juste parce qu'il fallait que je finisse plein de trucs. Tu te voilais la face en te disant que c'était pour le business que tu le faisais, mais en fait, tu fuyais la relation. C'est ça. En fait, c'est même pire que ça. C'était pas pour le business. Je disais, je le fais pour nous. Je fais pour nous. Okay. Tu vois, pour qu'on ait une meilleure vie, etc. Et au bout d'un moment, j'ai dû me résigner en fait à de l'honnêteté, l'honnêteté vis-à-vis de moi-même. Et pour les personnes qui ont, t'as regardé Breaking Bad? Tu l'as déjà vu? Ok. Il y a un moment, Walter White, donc qui est le personnage principal, il se retrouve face à sa femme et il n'arrêtait pas de dire, pour ceux qui connaissent pas la série, je vais pas trop spoiler, mais il arrêtait pas de dire je le fais pour la famille, je le fais pour la famille. Et à un moment, il arrive à voir sa femme alors qu'il est à 2 doigts de toute la police le recherche. Et elle lui dit si tu me dis encore que c'est pour nous, et il dit non, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce que j'aimais ça. Donc il aimait être un peu comme un gangster, il aimait l'adrénaline. Et en fait, à ce moment-là, c'est le moment où il a été honnête, où il a tombé le masque et où il s'est dit non, en fait, je vais arrêter de me voiler la face et de le dire que je le fais pour ma famille, je le fais pour moi. Et là, c'était le switch. Et pour tous les entrepreneurs qui aujourd'hui se racontent des histoires, moi j'aimerais juste vous dire un truc, c'est que à partir du moment où vous êtes honnête avec vous-même, vous reprenez du pouvoir. Vous libérez de l'énergie, parce que en fait toute cette énergie du mensonge, c'est un peu comme un moteur qui tourne en arrière-plan, c'est que je dois toujours sans arrêt me raconter des histoires, en raconter aux autres, etc. Et puis croire à mon conte de fées ou mon décor en carton-pâte de Disney. Mais le jour où j'enlève et je regarde le vrai décor, je me dis ok, là c'est qui je suis. Je suis un entrepreneur qui est impliqué. J'ai envie de faire ça, j'aime le faire, j'aime le challenge entrepreneurial, je vais toujours bosser quand même pas mal parce que j'aime ça, j'aime l'intensité et c'est qui je suis. Et après, on peut aussi libérer les autres de ce poids-là. Si notre relation doit s'arrêter là parce que la personne dit en fait, c'est pas du tout ce que je veux et je me rends compte que peut-être les 20-30 prochaines années, ce sera ça et c'est pas ce que je veux, en fait, on rend la liberté à cette personne. Exactement. Et pour moi, c'est être honnête à ce niveau-là, c'est arrêter de prendre les relations en otage et envers soi et envers la personne, du coup, dans les deux sens. Et aussi envers son business. Parce que dès qu'on encore une fois, on remet vraiment les priorités, nos priorités au bon endroit, en fait, il se passe d'autres choses dans le business. Peut-être qu'on va aller chercher un autre niveau d'accomplissement, etc. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer dans le temps. Ça peut changer. Moi, il a fallu que je rencontre la mère de mes enfants, ma compagne, pour me dire j'ai aussi envie de changer. J'ai envie de vivre autre chose. J'ai pas envie d'être dans une relation de couple que je fuis, où l'autre n'est pas heureuse et moi je suis pas heureux. J'ai vraiment envie d'autre chose et je mérite ça. C'est aussi je mérite ça. Donc c'est aussi un cheminement de se dire tiens, je mérite le meilleur pour moi et je vais me donner les moyens. Et moi j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'en fait ça se retranscrit. Et là, moi, il faut savoir que sur Grandir par l'entrepreneuriat, j'étais tout seul jusque-là, mais petit à petit, je suis en train d'intégrer ma compagne aussi. Et on fait des podcasts, du coup, tous les deux, et on répond à des problématiques d'entrepreneurs. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que d'une, moi, je commence à
avoir cette envie, et elle aussi, de partager un business ensemble, alors qu'elle ne connaissait rien au business il y a 2 ans en arrière. Et surtout, on arrive à avoir un cadre où ce côté personnel et de couple a un impact positif sur notre business, sur nos activités, sur notre vie courante comme notre vie professionnelle. Et donc, il y a un impact qui est vraiment partout. Et c'est vrai que beaucoup de gens négligent ce côté personnel, relationnel. Donc là, amoureux souvent, ou peu importe la manière, mais en tout cas, ce côté-là par rapport à leur équilibre de vie et leur business. Et moi, ça me sidère des relations qui sont... en otage, je reprends le terme que tu as pris parce que je l'aime beaucoup, qui se mettent en otage juste parce qu'il faut être en couple. Non, tu es en couple parce qu'il y a un vrai truc, il y a une vraie alchimie, il y a quelque chose qui fait que tu te tires vers le haut, que tu grandis, que la personne avec toi grandit tout comme toi, et que vous vous freinez pas en fait. Et ouais, mais ça demande encore une fois ça au même titre qu'il y a le CEO Day, tu vois, il y a aussi ce moment où dans notre couple on va se poser, on va discuter des choses qui sont plus difficiles, plus deep aussi, plus profondes, et c'est important parce que parfois c'est triste, t'as des personnes, on va dire, des étrangers les connaissent mieux que la personne qui vit avec eux ou avec elle. Parce qu'il y a des peurs, il y a la peur de se dévoiler, il y a la peur d'être jugé, etc. Et je trouve que t'accèdes à un autre niveau dans ta relation quand t'arrives à être honnête, et ça se travaille en fait, ça se travaille vraiment. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se poser, de dire des choses qui sont pas évidentes, mais de se rendre compte aussi en disant, bah voilà, je suis limité, j'arrive pas à faire ça, ça c'est challengeant pour moi, je sais que tu as besoin de ça, je peux pas te l'apporter pour le moment, mais c'est génial. Et pour moi, il y a 3... non, en fait, il y en a plein, mais on va dire, il y a des zones qui vont plus te faire évoluer en tant que personne. Donc, toi, ton concept, c'est grandir par le business. Mais oui, la zone du couple, la zone des enfants, la zone du business, ça fait grandir. Parce que la zone du couple, de toutes les façons, tu vas te retrouver avec des choses. Je pense que c'est dans le couple où tu te retrouves beaucoup plus avec tes blessures d'enfance qui sont pas réglées. Confronté constamment. Parfois, tu dis c'est l'autre, mais en fait, c'est juste toi qui est. Tu ne peux pas réagir sur quelque chose. Faut que les gens comprennent ça. Tu ne peux pas réagir sur quelque chose qui n'existe pas en toi. Donc, par exemple, moi, je sais que je suis tellement indépendant. J'ai eu mes parents qui étaient très cocooning, voire contrôlant dans le bon sens du terme. Mais encore une fois, je leur jette pas la pierre. Je pense que si je suis là où je suis, c'est que j'ai eu une bonne éducation, etc. Mais très présent, très protecteur, et trop protecteur à mon goût. Donc moi, j'ai souffert d'être entre guillemets contrôlé, d'avoir la sensation de ne pas être libre. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai voulu chercher ? J'ai voulu chercher la liberté. Donc pas de contraintes, pas de boss, rien. Donc j'ai jamais été salarié de ma vie. Donc il y a des avantages à ça, mais dans la zone du couple, en fait, tu vas te retrouver confronté à ça. Donc moi, dès que je sens qu'il y a la moindre once de contrôle, et je sais que je suis chiant avec ça, dès qu'il y a la moindre once de contrôle, ça va me déclencher. Et moi, je vais commencer à un peu freak out, tu vois, à l'intérieur. Mais ça, je le vois. Donc, quand tu le sais pas et que tu dis c'est l'autre, oui, mais tu essayes toujours de me contrôler, tu veux toujours faire ça, tu me laisses pas le choix, ou tu veux prendre toutes les décisions, bref. Tu peux dire c'est toi. Mais ce qui est fort, et pour moi c'est là où on grandit en tant que personne dans le couple, c'est quand tu arrives à dire je. Voilà ce que je ressens. Je ressens que... Et après tu commences à te poser la question, pourquoi ? Si je ressens ça régulièrement, pourquoi est-ce que je ressens ça ? Est-ce que le problème ne vient pas de moi ? Et encore une fois, on ne peut pas déclencher quelque chose qui n'existe pas en toi. Donc si tu as l'impression d'être contrôlé, la personne qui est à l'aise avec ça, qui n'a pas de problème avec ça, elle s'en fiche. Celle qui a un problème avec ça, elle va avoir l'impression qu'on veut la contrôler. Et donc ça, moi je sais que c'est par exemple dans le couple quelque chose qui me déclenche encore, en toute transparence, mais je fais ce travail de l'observer et on en parle. Et puis parfois on en rigole et on dit bah tiens voilà là t'as encore été truc, donc moi je dis un peu je suis un peu comme un animal indomptable, donc ça permet un peu de relâcher la pression, mais je le vois chez moi et c'est à moi de travailler, donc c'est à moi de faire le travail développement personnel, thérapeutique, etc. pour que ça n'impacte pas le couple. Mais il y a beaucoup de couples qui font pas ce travail personnel et qui se retrouvent
avec, en fait, à chaque fois avec des clashs. Blessure sur blessure, ouais. Les enfants, c'est pareil. Les enfants, ils vont venir te toucher exactement là où tu as besoin de travailler. Et puis en plus, quand tu as un enfant qui a un miroir, donc qui est une version de toi, donc c'est des choses que tu vas voir chez lui qui vont t'exaspérer, c'est des choses soit que tu ne t'autorises pas à faire, c'est très souvent le cas. Donc les enfants, ils sont bons pour ça. C'est comme s'ils ressentaient des choses que tu ne t'autorisais pas et ils vont te challenger là-dessus. Et je vais donner un exemple précis parce que je trouve que les exemples, ça permet de parler. J'ai eu une période dans mon business où je commençais à être un petit peu trop sérieux. Donc c'était il y a 2 ans, un peu trop sérieux. Là, j'étais retombé dans les travers de chiffres, allez, la croissance, etc. Et dès que mes enfants faisaient du bruit, ça m'agaçait. Et là, au lieu de... en plus, je suis plutôt dans une éducation respectueuse, donc écouter les besoins de l'enfant, tout ça, donc je ne peux pas aller l'engueuler parce qu'il fait du bruit. Donc je me pose comme ça, et encore une fois, dans ces moments où voilà, je me pose, donc alors il y a les moments où on le fait en couple, les moments où je le fais moi-même, et je me pose la question, tiens, pourquoi est-ce que ça me déclenche? Qu'est-ce qui fait qu'il m'agace? En fait, il rigole. Ah, ok, il rigole. Pourquoi est-ce que ça t'agace? En fait, peut-être parce que moi, je rigole pas assez. Ah ouais. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit à l'équipe, ok, on arrête les objectifs, on arrête tout ça. Un mantra, plus de jeux, moins d'enjeux. Et je veux que ce mantra nous porte sur tous les mois à venir. Donc j'ai créé une nouvelle offre qui a été faite vraiment dans le fun, qui a cartonné. Tout ce que je le faisais avec une seule contrainte, c'est ça doit être fun. Je dois m'amuser, ça doit nous faire rire, ça doit nous faire kiffer. Et c'est une autre contrainte, mais en fait ça a apporté autre chose. J'aurais pas pu faire que ça, mais ça m'a permis de me positionner autrement et d'intégrer ça aussi dans de nouvelles routines. Et le business, c'est aussi une zone qui est encore plus puissante parce qu'il peut y avoir des clients, des collaborateurs, mais le business en soi, tu peux pas blâmer et dire ouais mais l'autre c'est un con, oui mais c'est parce que lui, c'est parce que elle. Non, t'es face à toi-même, tu assumes tes choix, tu assumes les résultats de tes choix, et donc là tu es obligé d'évoluer. Et moi j'ai vu tellement de personnes vraiment beaucoup plus évoluer à partir du moment où elles ont eu un business, parce que c'était obligé de changer. C'est soit tu fais toujours les mêmes erreurs, tu as toujours les mêmes résultats parce que tu changes pas, soit tu changes. Voilà. Donc ouais, je suis d'accord avec ton concept, oui. Et je rebondis sur ce que tu disais, parce qu'en fait là, ce que tu as donné, c'est vraiment 2 applications de la vie privée qui impactent la sphère professionnelle et comment ça se matérialise dans la sphère professionnelle quand tu le prends en compte. Et en fait, la réalité, c'est que d'une, ça rend beaucoup plus heureux. Et dans un scénario où d'enfants ou de compagnes, donc de couple, en fait, la réalité, c'est que ça donne beaucoup plus d'amour. Et en fait, alors moi ça c'est quelque chose que j'adore voir, c'est plus tu grandis dans le toi et tu fais grandir la personne qui est avec toi pour elle, et que communément du coup tu t'élèves, en fait plus ça va, plus t'es amoureux. Ouais, clairement. Et ça je trouve ça magnifique. Ouais. Et pareil avec les enfants en fait, finalement j'ai l'impression, parce que plus ils te retransmettent ça, plus tu es en capacité de t'en rendre compte, et donc plus tu vas indirectement, c'est un remerciement, de la gratitude qu'on peut avoir envers eux, et plus on va les choyer, parce qu'on va, enfin pas les choyer nécessairement dans le mauvais sens, mais leur donner d'amour en tout cas, parce qu'en fait t'as plus rien contre eux, puisque c'est pas eux le problème, c'est nous-mêmes, et on le retravaille, et c'est beaucoup plus sain. Et je suis totalement d'accord avec ça, et ça va dans les deux sens. C'est même, tu vois, t'as des personnes par exemple qui vont se dire je veux donner à mes enfants ce que j'ai pas eu. Même ça, c'est prendre en otage l'enfant et la relation. Parce qu'en fait, tu devrais juste lui donner ce dont lui a besoin. Et ce dont lui a besoin, c'est pas forcément ce que t'as pas eu. C'est quelque chose qu'il ressentira lui au moment où il en sera là. Exactement. Donc c'est juste le laisser évoluer comme il a besoin d'évoluer, lui donner ce dont il a besoin, même sans... Tu vois, je pense même qu'on devrait même pas attendre en fait que nos enfants aient de la gratitude. Ils sont pas obligés en fait. On le fait parce qu'on a un rôle de parent, parce qu'on a un rôle de tuteur, de les aider à grandir. Mais il n'y a pas d'injonction à ce que tes enfants te renvoient l'ascenseur, etc. Tu vois, c'est pas une transaction. Exactement. Et moi, je suis aussi très un fervent défenseur de l'amour inconditionnel, le plus possible. Il y a toujours une condition, il y a toujours des choses qui sont inconscientes, mais quand je dis inconditionnel, c'est voilà, je vais pas t'aimer juste parce que tu fais ce que je fais ou ce que j'aime. Et ça, je le vois en coachant des personnes. Il y a énormément de personnes qui ont emprunter de mauvaises voies, soit parce que ça a été dit explicitement, si tu es un artiste, tu seras un raté, les artistes, ça finit pauvre, ou si t'es pas ingénieur, alors qu'on s'est sacrifié, on est venu en France, on s'est sacrifié, blablabla. Donc il y a de ça. Soit ça a été dit explicitement, soit ça a été dit implicitement.
dans le regard, tu vois, tu sens que le regard de fierté, tu vas faire ça, ok, on est fier. Tu fais ça, on est moins fier. Voilà. Donc ce sont des non-dits, mais ça fait partie des codes qu'on intègre quand on est enfant, se disant, en fait, en tant qu'enfant, tu cherches juste l'amour de tes parents et la protection. D'ailleurs, c'est un mécanisme de survie. Hein. Ouais. Si t'as pas l'amour de ta mère, tu ne vas pas prendre son lait, tu meurs. Si t'as pas la protection du père, tu es père, quand on dit père, après peu importe, je suis pas dans les débats de machin, mais c'est juste la figure paternelle, ou on peut dire polarité masculine, polarité féminine. Et donc si t'as pas la protection du père, t'es en danger et tu peux potentiellement mourir. Donc c'est tellement un mécanisme sous-jacent qui est de notre condition de mammifère, que inconsciemment on recherche tout le temps ça, et que on va faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Et quand je dis tout ce qu'il faut pour l'obtenir, c'est même quelqu'un qui évolue dans un environnement toxique, un enfant, il va rarement penser que c'est pas de sa faute, parce que c'est tellement dépendant de sa survie de se dire, en fait, ma mère elle m'aime quand même, ou mon père il m'aime quand même, que même si l'enfant est maltraité, il va finir par croire que c'est de sa faute. Donc un enfant qui croit que c'est de sa faute, c'est un enfant qui évolue dans la vie en se disant toujours, c'est de ma faute si je peux pas faire ça, je ne le mérite pas, je n'ai pas eu l'amour ou la protection que j'aurais dû avoir parce que je ne le mérite pas. Et donc sont des personnes qui ont une estime d'eux-mêmes faible et un niveau de confiance faible. Et ça va impacter tous les résultats dans leur vie. La qualité de leurs relations, le niveau de leur réussite financière. Donc moi j'aime aller travailler là-dessus et déconstruire, et c'est ça le vrai travail pour le coup de coaching et voire même de thérapie, c'est d'aller détricoter ça, on va dire de faire évoluer les fondations de la personne pour qu'elle puisse repartir sur une base un peu plus saine. Mais ça demande de vouloir faire tomber certaines illusions, comme l'illusion de c'est de ma faute. Non, c'est pas forcément de ta faute en fait. Mais par contre aujourd'hui c'est de ta responsabilité en tant qu'adulte de régler ce problème. Exactement. Voilà. Et je vais faire la liaison parce que tu as parlé en fait maintenant d'accompagnement de mastermind où on va chercher un certain écosystème pour le soi du futur, entre guillemets. On a celui qui nous est imposé pendant l'enfance, qu'on ne choisit pas. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a eu quand même deux extrêmes ici et qu'il y a un entre-deux qui est quand même sur l'environnement qu'avec le temps, on apprend à choisir, que ce soit un environnement amical, que ce soit un environnement de couple, parce que sa compagne ou son compagnon, on est censé quand même le choisir. Et en fait, toute cette notion d'entre-deux, c'est la moyenne, en réalité, de ce qu'on est. Le mastermind peut devenir une moyenne, mais il y a un gap avant d'y arriver, que je souhaite à chacun d'y arriver pour le coup, mais on peut déjà agir sur cet entre-deux, et pour le coup, c'est extrêmement pertinent. Et justement, pour finir, dernier sujet, toi, tes enfants, comment tu as agi pour essayer de leur donner cet environnement qui est le plus positif possible depuis qu'ils sont là, donc 5 ans pour le plus âgé? Ouais, 5 ans et 2 ans. Déjà, je vais juste rebondir parce qu'il y a quelque chose qui, pour moi, est important pour faire la transition, c'est de se rendre compte que la différence pro-perso, c'est un scam, ça n'existe pas. Ouais. Il suffit de te faire plaquer pour voir à quel point ça impacte ton business, et il suffit d'avoir ta boîte qui se plante pour voir à quel point ça impacte ton couple, voire même ta sexualité. Donc, ça n'existe pas. C'est une barrière qu'on essaye d'ériger, mais qui n'existe pas. Et donc moi, au lieu de rester dans cet entre-deux, j'ai vraiment fait tomber cette barrière en disant, mon environnement de travail, mon environnement familial, c'est la même chose. Et donc je vais chercher le meilleur environnement pour les deux. Moi qui m'inspire le plus, c'est ce qui m'a emmené ici au Portugal. Le meilleur environnement pour mes enfants est l'environnement le plus souverain. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Quand je te dis que c'est ma valeur numéro 1, j'essaye d'être souverain partout. Souverain financièrement, souverain sur mes choix, souverain sur mes décisions. Donc quand je dis souverain, c'est même vis-à-vis de moi-même. Que mes décisions ne soient pas prises par une part de moi qui est blessée, ou par dépit. Tu prends ta responsabilité. Voilà. Mais vraiment par choix, ou par les choix les plus élevés que je puisse faire. Et pour moi, ce que je me suis dit, mes enfants, quoi qu'il arrive, ils vont toujours me reprocher quelque chose. Et ça, c'est normal. En tant qu'enfant, on va toujours, je dirais, se construire aussi en opposition avec les parents. Mais je vais réfléchir à l'environnement qui sera le plus porteur pour eux. Donc, qu'est-ce qui va faire leur environnement? Il y a l'environnement immédiat, donc la maison, l'appartement où on vit. Il y a
En général, ça va être l'école. Donc nous, on a décidé de faire l'instruction en famille ou l'école à la maison pour justement leur permettre d'être qui ils sont. Tu vois, là, il y a de la végétation. Un arbre, quand tu le laisses, il pousse comme il a à pousser. Et il pousse de manière parfaite. La nature ne fait rien qui est à son détriment. Par contre, si tu essayes de mettre un tuteur, oui, ça va faire en sorte que l'arbre il reste droit, mais ça va aussi l'affecter à certains niveaux. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est le plus possible, donc c'est des approches proches de Montessori, mais c'est le soutenir dans ses élans et sa curiosité. Donc par exemple, mon fils, il a commencé à apprendre à lire à 3 ans. Quand tu l'entends parler, il a un vocabulaire qui est très 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 développé, qui n'est pas du tout un vocabulaire d'un enfant de son âge en général. Excellent. Mais parce que on le laisse suivre sa curiosité. En ce moment, il est à fond sur les volcans, il a envie de tout comprendre sur les volcans, etc. Ou là, il est dans sa période Lego, il adore construire les Lego, donc il prend des Lego qui sont beaucoup plus grands plus que ceux de son âge. Mais il va chercher dans ma bibliothèque, par exemple, des bouquins d'architecture, et il va regarder, il va s'inspirer, et il va faire des architectures. Et je me dis, c'est hallucinant, en fait. Il développe aussi toutes ces formes d'intelligence. Et le problème de l'école, c'est que l'école, il y a 7 formes d'intelligence, selon les discours, il y a 7 ou 8, mais l'école va utiliser quasiment que 2 intelligences. Donc, toutes les autres formes d'intelligence, elles sont abandonnées par le système scolaire. Donc, moi, je me suis juste dit, pour qu'il soit le plus épanoui possible, alors, il voit d'autres enfants, on fait des activités, parce que souvent la question qui vient, c'est oui, mais est-ce qu'ils vont pas être un peu à l'écart? Non. Il voit d'autres enfants, du coup il apprend l'anglais, le portugais, il y a des activités, et en fait on suit aussi sa curiosité. Et c'est un environnement qui est bon pour moi, qui est bon pour notre couple, qui est bon pour les enfants, et qui favorise l'épanouissement de la famille. Alors je dis pas que c'est facile tous les jours, parce que quand tu es 2 entrepreneurs, que tu élèves tes enfants à la maison, que tu fais l'école à la maison, forcément il y a des challenges, mais à chaque fois que tu vas chercher un niveau d'accomplissement personnel, il y aura toujours des challenges. Tu veux être entrepreneur, il y a des challenges avec le fait d'être entrepreneur plutôt que d'être salarié. Je dis pas qu'être salarié c'est tout beau tout rose. Tu as des challenges en étant salarié. Tu as peut-être un patron qui est sur ton dos, peut-être que tu t'ennuies un moment mais tu peux pas faire autrement, peut-être que tu as envie de bosser que 2 heures dans une journée mais tu es obligé de faire acte de présence. Donc il y a des challenges. Tous les choix conscients que tu fais auront un niveau de challenge, et plus tu fais des choix souverains, plus le niveau de challenge sera élevé. Donc moi je fais le choix souverain, par exemple je dirais, m'occuper de mon futur et de celui de mes enfants, ça me demande de faire des bons investissements. Il y a des investissements que j'ai faits qui étaient mauvais, ou des scams, donc j'ai perdu de l'argent, des investissements où je n'étais pas à la hauteur pour, par exemple, sur le trading. J'ai pas été à la hauteur, donc j'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'en ai perdu aussi beaucoup. Donc c'était mes propres limites, donc il y avait des challenges, et en fait j'étais ok avec ça, parce que je me suis dit c'est plus challengeant de s'occuper soi-même de ses finances plutôt que de donner quitus à l'État et qu'un jour peut-être il te les donne. Donc il y a des challenges. Donc oui, mon niveau de vie, les choix de vie, c'est hyper challengeant, mais effectivement je l'ai fait pas juste avec les enfants en tête, avec moi, avec ma compagne, et on essaye de répondre aux besoins de tout le monde. Et c'est ça aussi qui est important. Sinon, ça fait des enfants rois. Si l'enfant ne comprend pas que nous, en tant que parents, on a aussi des besoins, donc parfois, on a des besoins qui diffèrent. Mon fils, il veut peut-être aller au parc, ma chérie, elle veut rester à la maison, et moi, je veux aller à la plage. Donc, ça demande soit un consensus, ou soit pas de consensus. Et de dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est moi, je vais avec les enfants, par exemple, au parc, parce que ça ne me dérange pas d'aller au parc. Ensuite, je les emmène à la plage. Elle reste. Et c'est ok. Ouais, et on va pas se dire non, on doit absolument être tous ensemble. Donc c'est justement parfois le consensus c'est pas top, parce que tu es toujours dans le gris. Non, mais personne n'est vraiment satisfait. Et j'aime beaucoup l'image de c'est ok de ne pas être ensemble, tu vois. Et ça c'est quelque chose qui pareil dans le couple, t'es pas obligé de tout faire ensemble en fait. Ouais. Et donc là exactement, vie de famille pareil. Ouais, puis moi quand j'ai ma journée du lundi, donc je viens une fois sur 2 en général, donc tous les 15 jours à Lisbonne. J'y vais tout seul, je passe toute ma journée tout seul à Lisbonne, je me balade, parfois je me pose sur un café, je regarde juste les gens parce que j'ai envie juste d'être posé comme ça. Parfois je rencontre des personnes, parfois je passe du temps avec des personnes que j'ai envie de découvrir un petit peu plus. Et puis il y a toujours ce moment où je me pose mes questions, où j'avance sur mon business, mais à aucun moment ça lui pose problème. Et quand elle a envie de passer du temps toute seule, c'est ok aussi. Et pour moi c'est ça aussi c'est se dire, on se retrouve parce qu'on a envie de se retrouver. On a des moments où on se pose pour aussi réévaluer. Il y a peut-être un moment où on se dit en fait ça me va plus ce mode de fonctionnement.
où j'aimerais que pendant une période on fasse ceci ou cela. C'est aussi ok de prendre le temps, de se poser et de réévaluer. Parce que c'est pas parce que tu as décidé un truc il y a quelques mois qu'il est toujours vrai aujourd'hui. Et puis d'avoir les discussions difficiles et les discussions qui doivent être posées. On a aussi notre money date, tu vois, on se pose, on parle d'argent, les investissements, etc. pour développer une relation saine. Alors c'est moi qui suis un peu plus leader là-dessus parce que ça fait beaucoup moins longtemps que moi qu'elle est entrepreneur. Mais par exemple, juste d'avoir ça, l'argent c'est souvent un problème dans le couple, mais se poser et parler d'argent, où va l'argent, qu'est-ce qu'on fait, tiens, on va faire tel voyage, bon, faut peut-être qu'on gère un peu mieux le budget de telle manière. Et puis aussi parce que pour moi, je veux pas juste élever mon niveau de vie tout le temps. C'est le piège qu'on gagne plus d'argent. Moi, j'ai plutôt je suis plutôt dans l'élan de me dire, ok, on a un niveau de vie qui nous satisfait, où on se fait plaisir, où on a le lieu qui nous plaît, etc. Mais on investit pour le futur, soit pour des projets futurs, etc. C'est un peu moins évident parce que ça te demande de penser à plus long terme. Mais la gratification, elle est énorme parce que tu bâtis vraiment quelque chose de solide. Et ça, je pense que pour moi qui ai accompagné des personnes qui ont aussi plus de 50 ans, 60 ans et qui regrettent de ne pas avoir et eu un peu plus de connaissances autour de l'argent, de comment fonctionne l'argent, de comment est-ce qu'on peut avoir une souveraineté financière et comment, si on commence tôt, même en mettant un tout petit peu d'argent tous les mois, on peut se créer un vrai patrimoine. Et je dirais même sortir des revenus sous perfusion, parce que tu peux avoir la meilleure boîte du monde, si quand tout s'arrête, tu n'as plus de revenus. Pour moi, j'appelle ça des revenus sous perfusion. Et moi, j'aime pas ça. Je suis totalement d'accord. Et moi, ça a été beaucoup ma mentalité sur les 2 dernières années de transformer justement des cash flows entrants de business vers des cash flows entrants d'investissement. Et quand tu arrives à ça, jusqu'au fameux seuil que tu définis avec ta vie de couple, avec la personne que tu partages, ce seuil justement de combien j'ai un niveau de vie satisfaisant et que s'il y a du plus tant mieux mais que tu n'en as pas besoin, avec tes investissements, voilà, tu as gagné. Ouais, et je vais, allez, juste pour terminer, pour clôturer, c'est quand on réfléchit bien, quand on prend le temps, quand on investit du temps, en gros c'est 5% du temps à réfléchir, à réévaluer, à être dans une boucle de feedback. Tiens, est-ce que ça me plaît ? Voilà, on a vécu dans un endroit, il nous plaisait sur le moment, après on réévalue. Ouais, non, en fait, là on a envie d'autre chose, un autre cycle dans sa vie. 5% à se poser les bonnes questions et 95% du temps à juste dérouler, implémenter, à vivre tout simplement. Mais ces 5%-là, ils sont cruciaux à investir. Parce que si tu les investis pas, ils vont venir... timing ou c'est compliqué. Exactement, ou ça viendra pour les mauvaises raisons. Burn-out, problème de santé, problème de couple, un qui pète un câble dans le couple et qui dit « j'en peux plus, je veux quitter cet endroit ». Ça, je l'ai vu chez des entrepreneurs qui étaient, par exemple, à Malte ou à Dubaï. Donc, ils y vont pour certaines raisons. Et puis, il y a un des deux dans le couple qui dit j'en peux plus. C'est soit on se barre, soit c'est fini. Bon, c'est qu'il n'y a pas eu ce travail de réflexion, exactement, et d'échange. Ken, merci beaucoup. Merci à toi. Et je vais redonner aux personnes ce que tu viens de dire à l'instant. 5% de votre temps à penser, mettez dans votre agenda 5% de votre temps. Prenez ce temps pour penser, vous poser les bonnes questions et se préparer pour l'avenir, tout simplement. C'est ça, exactement. Merci beaucoup encore. Merci à toi. Et je pense qu'on a vraiment eu des échanges qui étaient extrêmement intéressants. Il y a peut-être, pourquoi pas, moyen d'en refaire un autre, un de ces 4. Avec plaisir. J'ai beaucoup de choses à partager et pour moi, et j'ai vraiment envie que les personnes retiennent ça, ça n'aura de sens pour vous que si vous prenez une seule chose de ce que vous avez entendu dans ce podcast, que vous le prenez et que vous vous engagiez à l'implémenter dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je lis plus, j'ai une grosse bibliothèque, mais je lis plus de manière frénétique. Je prends un bouquin, je vais lire des passages, je prends une ligne, je me dis ok, j'implémente, je le transforme en quelque chose qui peut vraiment changer ma vie. Parce que sinon, c'est juste des pensées qu'on oublie, mais exactement. Un podcast comme ça peut changer la vie. Ouais, non, mais je suis d'accord, et c'est vraiment l'intention aussi de ce que je fais là avec Grandir, donc on verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas merci encore. Merci pour ce que tu fais aussi. L'équipe, on se dit à très bientôt. Si vous avez des questions pour d'autres podcasts, mettez-les en dessous et on y répondra avec grand plaisir sur une prochaine session. À très vite, merci encore. Ciao.